Aujourd'hui, on parle de la valeur de reconstitution des SCPI avec un rendez-vous qui est désormais biannuel, donc qui se passe 2 fois par an. Alors, les valeurs de reconstitution sont donc annoncées au 31 décembre de chaque année et au 30 juin de chaque année. Et donc, on essaye de faire un webinar vers à peu près mars-avril pour le premier, et puis vers septembre-octobre pour la deuxième valeur de reconstitution de l'année. Et donc, on est ici pour parler des valeurs de reconstitution à fin juin 2025, à mi-année 2025, et voir un petit peu ce qui se dessine. Avant cela, évidemment, je vais vous rappeler l'intérêt de l'analyse de la valeur de reconstitution. Et pour ça, on va commencer, pour ceux d'entre vous qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec le concept, par rappeler finalement ce qu'est la valeur de reconstitution et pourquoi elle est intéressante. Donc la valeur de reconstitution, c'est la valeur, comme le nom l'indique, qui est nécessaire pour reconstituer le patrimoine. Donc une SCPI qui possède un ensemble d'immeubles, eh bien finalement la valeur de reconstitution essaye de répondre à la question combien ça coûterait de recréer ce patrimoine. Et donc c'est à la fois la valeur des actifs, donc en particulier le parc immobilier, mais également des actifs financiers. Vous savez que les SCPI, notamment lorsqu'elles collectent beaucoup, ont un parc immobilier et puis une petite poche d'actifs financiers, non pas qu'elle ait vocation à le garder, mais plutôt qu'elle a vocation à l'investir. Et donc, avant de l'investir, eh bien souvent, ils vont l'investir en compte à terme, en dépôt, etc., donc afin d'avoir une petite rémunération. Mais aussi tous les coûts afférents à la reconstitution de ce patrimoine, que ce soit des frais d'audit, des frais d'expertise, des frais d'enregistrement, par exemple les fameux frais de notaire. Voilà, donc ça, c'est les frais de reconstitution qui disent finalement, pour acheter ce parc, eh bien, il faut dépenser tant d'euros. Et ensuite, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on rapporte ce montant global à la part. Donc, on dit, ben voilà, s'il y a X parts, eh bien, ce montant global divisé par X nous donne la valeur de reconstitution par part. Et pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce qu'on va généralement le comparer au prix de souscription pour savoir finalement si on achète des parts à un prix inférieur ou supérieur à la valeur de reconstitution, qui est une valeur d'expertise de la valeur du patrimoine immobilier. On fait un petit rappel, en fait, donc ce que je vous disais à l'instant, désormais, la valeur de reconstitution doit être calculée 2 fois par an, donc au 31 décembre et au 30 juin, sachant que la valeur de reconstitution est évaluée par un expert tiers. Ce n'est pas la société de gestion qui décide de sa valeur de reconstitution, c'est un auditeur qui vient calculer la valeur de reconstitution, notamment en fonction de paramètres comme par exemple ce qu'on appelle les comparables, et donc de se dire finalement, eh bien, pour un bien similaire, qu'est-ce qu'on a observé sur le marché et donc qu'est-ce qu'on peut imaginer de sa valeur actuelle. Voilà. Donc, petit point intéressant, évidemment, je vous le rappelle, c'est qu'il y a réglementairement un tunnel, comme on l'appelle, le fameux tunnel de plus 10, moins 10% autour de la valeur de reconstitution, qui est une obligation réglementaire. Le prix de la part ne peut pas se trouver en dessous de moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution et ne peut pas non plus se trouver au-dessus de plus 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Et donc, généralement, ce qu'on va venir observer, c'est donc cette fameuse décote ou surcote, c'est de se dire finalement, est-ce que mon prix de souscription est en dessous de ma valeur de reconstitution? Donc, finalement, la valeur d'expertise est supérieure à ce que j'achète. J'achète donc en décote, j'achète à un bon prix. Ou à l'inverse, est-ce que j'achète en surcote? C'est-à-dire que la valeur d'expertise est finalement en dessous du prix d'achat. Et donc, on peut imaginer qu'on achète peut-être un petit peu cher. Alors évidemment, il y a un peu une bande, on va dire, grise dans laquelle on achète finalement au prix, à plus 2, plus 2, moins 2, plus 3, moins 3. Finalement, tout ça, c'est un peu l'épaisseur du trait, mais on a des situations dans lesquelles on est capable d'estimer avec une assez bonne certitude qu'on achète plutôt pas trop cher. Et ce qu'on a pu observer dans le passé, même si ça n'est jamais une garantie, c'est que le fait d'acheter en décote importante, est parfois un signe précurseur d'une revalorisation de parts. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que finalement, les sociétés de gestion ont généralement plutôt intérêt à faire en sorte que le prix de la part soit proche de la valeur de reconstitution pour une raison relativement simple, qui est qu'en fait, un prix de la part qui est en dessous de la valeur de reconstitution a tendance à faire baisser celle-ci, puisque comme le montant injecté est inférieur à la valeur de reconstitution, eh bien, en imaginant qu'on achète au prix du marché, ce qui va se passer, c'est que la valeur de reconstitution basée sur les parts qui ont été investies va finalement être un petit peu en dessous de la valeur de reconstitution initiale, et donc ça va avoir tendance à plutôt un peu diluer la valeur de reconstitution. Donc généralement, on peut observer des remontées de prix qui, encore une fois, ne sont en aucun cas garanties,
mais qui sont parfois intéressantes quand même. Alors, la méthodologie que nous avons suivie, c'est un peu toujours la même si vous êtes habitué de ces rendez-vous réguliers. Nous avons analysé les valeurs de reconstitution sur la période de 2018 à 2025 sur une petite centaine de SCPI, 97 SCPI. SCPI pour lesquels nous avons réussi à obtenir la valeur de reconstitution à juin 2025. La manière dont nous l'obtenons n'est pas très compliquée. C'est généralement indiqué dans le bulletin trimestriel du deuxième trimestre de l'année. Toutes ces informations sont également sur l'Open Data, qui est la base de données ouverte que nous maintenons à jour et que nous proposons gratuitement. Que vous soyez client ou pas client, vous pouvez accéder à l'Open Data. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on obtient ces données. On prend un exemple simple qui va également vous familiariser avec la manière dont nous affichons en fait le concept de décote ou de surcote sur les SCPI. Donc là, vous avez le cas d'Hirokozen, une SCPI assez plébiscitée de manière générale. Et donc, vous avez en pointillé l'évolution de la valeur de reconstitution au fil du temps. Donc, vous voyez que celle-ci a plutôt eu vocation à monter. Vous observez aussi ce que je vous disais. Donc là, par exemple, voilà, on observe que le pic, c'est voilà, un changement de prix en décembre. Il y a également eu ici un changement de prix en juin. Et voilà, donc on a les changements de prix en juin et en décembre. Et vous avez en ligne pleine le prix d'achat. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, nous, on vous affiche la décote. Elle est assurée en vert pour vous indiquer que c'est une décote. Le prix d'achat est inférieur à la valeur de reconstitution. Et évidemment, plus l'aire verte est importante, eh bien, meilleure est cette décote. Alors, évidemment, si à l'inverse, on avait une surcote, on aurait eu le graphe inversé. Et notamment, l'aire n'aurait pas été assurée en vert, elle aurait été assurée en rouge. C'est parti pour l'analyse, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est ce qui vous intéresse. On commence par notre graphe traditionnel qui prend pour base 100 les valeurs de reconstitution des SCPI analysées en 2018 et qui va regarder finalement comment ces valeurs de reconstitution ont évolué depuis. Donc l'intérêt, c'est qu'on a une indexation en 2018 en base 100 et ce qu'on observe sur ce graphe général, donc qui prend en compte toutes les SCPI, on verra ensuite des graphes un peu plus pointus selon les zones géographiques ou les classes d'actifs, c'est que finalement, les valeurs de reconstitution ont d'abord augmenté. En 2019, elles avaient pris 2,3%, puis ensuite ont un petit peu, on va dire, baissé, stagné jusqu'en 2022, avant d'amorcer une descente quand même assez franche que vous observez ici entre 2022 et 2024. Et donc, notamment fin 2022, eh bien, les valeurs de reconstitution étaient à peu près au niveau des valeurs de reconstitution de fin 2018. On est passé d'un indice de 100 à 100,43, donc c'était quand même ISO, à peu de choses près, avant d'enchaîner malheureusement quelques années assez mauvaises, notamment 23-24, et donc 24 qui affichait finalement une baisse de en gros moins 7% par rapport à 2018. Et ce qu'on observe ici, alors attention, ne vous faites pas avoir, effectivement, il y a une interpolation ici en courbe de Bézier, donc vous voyez qu'en fait, ça donne un petit peu le sentiment de remontée. En fait, c'est tout à fait plat. Entre 24 et juin 25, on est exactement ou presque au même montant, puisqu'on est passé de 92,97 à 92,96. Donc, finalement, il y a une baisse de 7% par rapport à 2018, qui n'a finalement pas évolué entre fin 24 et juin 25. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, eh bien, on observe quand même quelques signes plutôt favorables et notamment un élément qui est un petit peu le même qu'on vous dit maintenant depuis quelques webinaires de ce type, c'est que finalement, c'est vraiment le bureau qui a le plus lourdement chuté puisque la baisse pour le bureau est de quasi 20% entre fin 2018 et en l'occurrence juin 2025. Une baisse quand même très marquée, 20%, c'est loin d'être négligeable. Alors que finalement, la deuxième classe d'actifs la plus en souffrance, le commerce, a baissé de moins de 10%. Donc, on a un commerce qui a baissé de 7-8% et un bureau qui a baissé plutôt, en l'occurrence, de 17-18%. Donc, c'est vraiment le bureau qui, malheureusement, a été la classe d'actifs la plus compliquée sur cette période, alors que d'autres classes d'actifs, à l'inverse, ont plutôt des courbes assez favorables. Je pense par exemple à la logistique qui, elle, pour le coup, n'a pas vraiment vu la crise. Voilà. Alors, ce n'est pas ma petite entreprise, c'est mon petit entrepôt, ne connaît pas la crise. Et donc, la logistique n'a pas vraiment baissé. Quand on regarde les SCPI dites diversifiées, elles n'ont pas non plus vraiment
vraiment baissé, hein, elles ont été stables. Alors, elles ont eu un petit coup de mou en 23, mais ça va. Et voilà, à l'inverse, on a vu, comme je vous le disais, donc le commerce, la santé et dans une certaine mesure l'hôtellerie. Alors, l'hôtellerie, c'est intéressant parce que vous voyez qu'elle avait déjà eu un premier creux. Évidemment, vous l'aurez reconnu, ce creux, c'est le creux du Covid. Eh bien, le creux du Covid fin 2020, un rebond et puis finalement une petite baisse, mais qui reste assez modeste. Alors, on ne parle pas vraiment du résidentiel. C'est vrai que le résidentiel, on en parle moins parce que c'est une classe d'actifs qui est très peu prisée, hein, de la SCPI quand même. Néanmoins, ce qu'on observe, et je pense que ça vous surprendra pas beaucoup, puisque finalement, le résidentiel, c'est peut-être ce dont on parle le plus en dehors du monde SCPI, dans le monde, on va dire, immobilier un peu classique. Voilà, on a eu une classe d'actifs qui a monté jusque 2022 et puis qui depuis a pas mal baissé quand même si c'est pas voilà, c'est pas la classe d'actifs qui a le plus baissé, mais on voit vraiment forme un peu type baleine où vraiment là c'est un peu stable depuis. Mais en fin de compte, le résidentiel a monté en moyenne depuis 2018. Alors, on fait une seconde analyse généralement qu'on aime bien, c'est celle de comparer entre les SCPI qui investissent principalement en France ou celles qui investissent principalement en Europe. La règle pour nous est simple, c'est la majorité, hein. Donc, si vous investissez plus de 50% en France, on vous met dans la catégorie France. À l'inverse, si vous investissez plus de 50% hors de France, vous êtes dans la catégorie Europe. Sachant que, évidemment, comme c'est souvent le cas dans les SCPI, Europe, en fait, est synonyme de Europe hors France, évidemment. Et donc là, ce qu'on observe, c'est ce qu'on avait déjà pu voir à de multiples reprises, hein, c'est que finalement, sur les SCPI européennes, la baisse a été beaucoup plus rapide et finalement, la fin de la chute a aussi été plus rapide. Et donc, en fait, on observe sur les SCPI européennes un vrai pic fin 21, un point bas en 2023, mais finalement, depuis fin 2023, eh bien, on est sur un… Alors, on ne va pas s'enflammer non plus, hein, ce n'est pas un mieux franc, mais on est sur une légère augmentation de la valeur de reconstitution qui passe de 102,10 fin 23 à 102,64, 102,81 en juin 25, mais surtout, ce qui est plutôt favorable hein, quand même à noter ici, c'est que finalement, cette tendance continue pour l'instant. Donc, on est sur vraiment 2 points de données après fin 23. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais lors du webinaire de début d'année qui regardait les données à fin 24, eh bien, on s'interrogeait un petit peu, on se demandait est-ce que finalement ça va continuer? Et la réponse pour les SCPI européennes est oui, ça continue. Pour les SCPI françaises, en revanche, on a toujours la même chose que ce qu'on avait déjà observé. Il y a un vrai retard à l'allumage. Les baisses ont commencé beaucoup plus tard. Finalement, en fin 22, il n'y avait pas de baisse qui avait commencé. Elle a commencé à partir de 23. Et finalement, on a eu aussi le sentiment qu'il y a eu un vrai retard également sur peut-être la prise de conscience du changement qui s'était opéré sur le marché, puisque eh bien, finalement, les prix ont continué à chuter lourdement fin 23, fin 24. Et en fait, donc comme je vous le disais, malgré ce petit artefact d'interpolation de la courbe, eh bien, en fait, ça a encore un tout petit peu baissé en juin 25 par rapport à fin 24. Alors, ce n'est pas énorme, hein, notamment quand on regarde les deux chutes consécutives 22, 23, 24. Donc là, on avait vraiment des grosses baisses. Donc là, c'est vraiment plus modeste. Peut-être qu'on a l'impression d'atteindre le point bas. Mais en tout cas, eh bien, elles ont continué très légèrement à baisser pour les SCPI françaises. Concernant l'évolution de l'écart entre le prix d'achat et la valeur de reconstitution, eh bien, en fait, là, ici, ce qu'on calcule, peut-être pour vous l'expliquer, c'est que précédemment, on indice les valeurs de reconstitution afin d'explorer l'évolution de la valeur d'expertise. Et là, en fait, ce qu'on regarde, c'est on regarde est-ce que finalement les SCPI sont en décote ou en surcote. Et donc, ce que ça implique, c'est qu'il y a principalement deux facteurs qui vont jouer là-dessus. Il y a évidemment l'évolution de la valeur de reconstitution qu'on a observé juste avant. Mais on a également un autre facteur qui peut influer, c'est l'évolution à la hausse ou à la baisse des prix de part. Parce qu'en fin de compte, si ma valeur de reconstitution reste stable et que je baisse mon prix de part, eh bien, je vais passer d'une surcote, par exemple, à une décote. Et inversement, si j'augmente mon prix de part, eh bien, ma décote peut se réduire. Donc, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à interpréter. La manière, nous, pour la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'en fait, ça reste quand même intéressant de se poser la question au global à un moment donné, est-ce qu'on achète en moyenne plutôt au-dessus ou plutôt en dessous de la valeur d'expertise? Et donc, quand on regarde, eh bien, de 2018 à 2022, on achetait toujours en forte décote.
le chiffre positif est favorable, hein. Plus le chiffre est positif, plus la décote est importante. Quand on est en chiffre négatif, c'est-à-dire qu'on achète en surcote. En 23-24, eh bien, on a acheté plutôt un petit peu en surcote, de manière plus marquée fin 24 que fin 23. Et finalement, en juin 25, eh bien, on remonte en terrain positif, en terrain de décote. Et donc, désormais, on achète en moyenne, encore une fois, à décote les parts de SCPI. Alors, si on regarde les SCPI qui ont les décotes les plus élevées, et je vous le rappelais, sans aucune garantie sur ce que ça peut impliquer pour la suite, le fait d'avoir des décotes importantes est quand même plutôt un signal que la société de gestion va regarder, puisque comme je vous le disais, une décote importante va venir diluer la valeur de reconstitution. Et comme personne n'a envie d'afficher une valeur d'expertise qui décroît, il arrive assez fréquemment que des SCPI qui en connaissent de fortes décotes voient leur prix de part finalement se faire revaloriser. Et donc, parmi celles-ci, on a au 30 juin 2025 ces SCPI qui affichent de très, très, très grosses décotes: Lina Club, Sophie Dynamique, Crystal Life, Login, Alta Conviction, Elialis, Wimo One, Epsicap Nano, Crystal Rent et Optimal. Toutes ces SCPI ou presque ont des décotes de plus de 7%. Alors bon, les deux dernières sont quasiment à 7%, mais on peut les mettre un petit peu dans le même paquet. Et donc, des opportunités très intéressantes sur ces différentes SCPI. À l'inverse, malheureusement, on affiche aussi des SCPI dont les surcotes sont importantes. Et donc, on a en l'occurrence Notapierre, Eden, Perial, donc PFO2, Paref Exa, Novapierre Résidentiel. Alors, Novapierre Résidentiel qui est devenu une SCPI à capital fixe désormais, qui n'est plus une SCPI à capital variable, donc qui ne sera plus là, puisqu'en fait son prix est désormais fixé principalement sur le marché secondaire. PF Grand Paris, Immorand, Cap Hébergimo, Grand Paris Résidentiel, Sofidy, Europe Invest. Petite note peut-être pour notamment une Eden. Eden ayant fortement souscrit sur des parts dites sponsors, donc avec des prix dégressifs, eh bien en fait il est tout à fait standard et même en réalité assez attendu d'avoir une surcote. C'est ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait il est très compliqué d'avoir une valeur de reconstitution qui soit supérieure au prix de part. Et donc, quand on a des parts qui sont décotées, donc parce qu'on les vend moins cher finalement, eh bien souvent, c'est ce qu'on observe dans la plupart des lancements de ce type de parts, la valeur de reconstitution est d'abord inférieure au prix de part non décoté avant de progressivement le rejoindre. Alors, si on fait un petit résumé des différentes variations de prix, bon, bah, finalement, ce qu'on observe, c'est que 80% des SCPI n'ont pas changé leur prix sur les 97 SCPI. Et puis sur celles qui ont changé leur prix, du coup, 14 ont diminué, 7 ont augmenté leur prix de part. Vous ne serez pas surpris quand même, vous avez remarqué, j'imagine, en tout cas pour une partie d'entre vous, qu'on a subi des années assez compliquées sur le marché de la SCPI. On n'est d'ailleurs pas à l'abri d'avoir potentiellement de nouvelles baisses de prix de part de certaines SCPI, mais, et on vous l'avait déjà rappelé, il est vrai que ces baisses ont quand même souvent été concentrées chez des acteurs et sur des SCPI de type bancaire, bureau, France, et plutôt vieille. Donc voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même que les investisseurs ont tendance à privilégier des SCPI non bancaires, plutôt diversifiés, et en Europe, et plutôt jeunes. Voilà. Donc c'est malgré tout, l'immense majorité des baisses de prix de part reste concentrée sur ces acteurs. Et finalement, c'est vrai que chez les clients Nouveau Invest, vous êtes assez peu nombreux à vous être positionnés sur ce type de produit. Donc voilà, plutôt, finalement, plutôt un petit peu de chance par rapport au mix produit que vous avez sélectionné. On a donc environ un tiers des SCPI en surcote, donc on les achète plus cher que leur valeur d'expertise, et 2 tiers en décote. Et comme on l'a vu tout à l'heure, hein, en fin de compte, évidemment, si la moyenne est plutôt à la décote, eh bien de moins en moins de SCPI sont en situation de surcote. On en avait 56% fin 24, on n'en a plus que 34%. Et donc, c'est évidemment lié à un double effet, une petite hausse potentielle des valeurs de reconstitution et évidemment le fait que des prix baissent et donc des SCPI dont le prix baisse eh bien, peuvent passer de surcote à décote. On vous rappelle que vous pouvez utiliser notre outil de visualisation que je vous avais présenté rapidement tout à l'heure. Donc pour chacune des SCPI, si vous allez sur le détail, vous avez en fait ce graphique qui vous permet d'avoir en un coup d'œil l'information sur les évolutions de la valeur de reconstitution.
Vous avez également une petite indication qualitative où on va vous indiquer si le prix d'achat est intéressant, neutre ou élevé. On a fini pour cette analyse, sachant évidemment que vous pourrez accéder à l'analyse complète de la donnée après le webinaire. On pourra vous envoyer ce document. J'imagine que vous avez posé pas mal de questions et j'espère qu'on a pu vous y répondre à un certain nombre d'entre elles. Et donc, c'est le moment où vous pouvez poser vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le petit onglet questions-réponses. Voilà. Alors, là, je vois qu'une personne pose la question: que fait-on de ces chiffres si l'on décide d'acheter une SCPI? Comment les utiliser ensemble, comment utiliser chacune des valeurs ensemble? Bah, alors, en fait, de manière générale, déjà, il y a un élément qu'on aime bien quand même regarder et je peux vous montrer ça sur, hop, sur ce graphique. C'est déjà, en fait, de regarder un petit peu quel a été l'historique de la valeur de reconstitution. C'est évidemment pas parfait. Comme vous le savez, les performances passées ne préjugent pas du futur. En revanche, si on voit qu'une SCPI a plutôt bien traversé la période très mouvementée de 2022 à 2024, ben finalement, on peut quand même espérer que eh bien, ces actifs soient plutôt de bonne qualité. Euh, je ne connais pas de SCPI dont les prix des actifs sont fortement en souffrance, qui n'auraient pas vu leur valeur de reconstitution au moins baisser déjà un peu. Peut-être qu'elles vont continuer à baisser, c'est possible, et d'ailleurs, on n'est pas à l'abri de ça. En revanche, le fait qu'elles n'aient pas baissé ou très peu, ou qu'elles aient commencé à remonter, est plutôt quelque chose de favorable. Donc, si vous devez regarder, moi, je vous conseillerais quand même de regarder ça. Le deuxième élément, évidemment, c'est la décote. Si vous achetez beaucoup moins cher que la valeur de reconstitution au 30 juin 2025, c'est quand même plutôt favorable. La hausse des taux des banques centrales est finie. On observe plutôt désormais une baisse des taux des banques centrales. Donc, imaginez qu'au 30 juin 2025, on ait une très bonne décote, peut être encourageant, encore plus si finalement il n'y a pas eu de baisse entre 21 et 25 de la valeur de reconstitution. Donc, c'est comme ça qu'il faut le regarder. Point peut-être évidemment important, c'est que quand vous achetez des SCPI plutôt récentes, vous avez aussi un petit peu moins de risques d'une certaine manière, puisque finalement, les SCPI récentes achètent dans un contexte où les prix ont déjà baissé. Et donc, c'est plutôt plus favorable pour elles. Donc ça, c'est une recommandation également qu'on fait très souvent. Les SCPI ont-elles des stratégies particulières pour fixer le prix par rapport à la valeur de reconstitution? Être toujours en surcote ou en décote, par exemple? Alors, oui, on a des SCPI qui ont des stratégies qui, d'ailleurs, parfois, qu'elles annoncent. Remake Live annonce que leur objectif, c'est de plutôt coller à la valeur de reconstitution. Et donc, récemment, la valeur de reconstitution était un petit peu supérieure au prix d'achat, ils ont réévalué. Donc ça, on a des SCPI qui ont vraiment des stratégies très claires. De manière générale, ce qui est quand même plutôt intéressant en tant que société de gestion, c'est quand même d'afficher une décote, évidemment. Ils ne sont pas complètement fous et ils savent que des outils, notamment comme le nôtre, peuvent permettre d'identifier, en particulier si vous avez une très forte surcote, ce n'est pas un très bon signe. D'autant plus que, comme je vous le rappelais, le fait d'être en surcote ou en décote, finalement, va venir tirer la valeur de reconstitution vers le prix de la part. Donc, on a souvent quand même intérêt à avoir une décote, mais pas trop importante, sinon en fait on va venir baisser la valeur de reconstitution. À l'inverse, on pourrait imaginer quelqu'un se mettre en forte surcote pour espérer remonter un petit peu sa valeur de reconstitution, mais c'est quelque chose que j'ai quand même jamais vu, parce que généralement, quand on est dans cette situation, c'est que la SCPI ne va pas très bien. Et donc, généralement, ça n'est pas une stratégie qu'on observe fréquemment. Voilà. Donc, généralement, la stratégie, c'est d'être en petite décote, mais de quand même pas maintenir des très fortes décotes très longtemps, puisque ça vient tasser la valeur de reconstitution. Alors, plusieurs questions, je vois, sur des SCPI finalement qui sont compliquées. Et donc des personnes qui nous demandent quasiment en fait à chaque webinar, hein, est-ce que je dois les vendre ou pas? Alors déjà, ma réponse va être peut-être un peu cash, mais malheureusement, pour un certain nombre d'entre elles, vous ne pouvez pas les vendre. Elles ne sont pas liquides. Vous avez d'ailleurs, on affiche désormais la liquidité des SCPI sur notre outil directement, donc vous pouvez tout simplement regarder. La manière dont on le fait, c'est assez simple, c'est qu'on va regarder quel est le nombre de parts qui a été souscrit sur un trimestre versus le nombre de parts qui a été retiré. Et en fait, si ce nombre est égal, c'est-à-dire que la SCPI est illiquide, parce qu'en fait, toute la collecte a servi à servir les sortants.
Et donc, on détermine comme ça si la SCPI est liquide ou illiquide. Donc, réponse à arbre de décision très simple, ma SCPI est-elle liquide ou illiquide? Si elle est illiquide, malheureusement, l'arbre de décision s'arrête un petit peu là. Vous n'avez pas beaucoup d'options. Alors, vous pouvez vous mettre entre guillemets sur liste d'attente. On a des acteurs, des clients qui font ça de temps en temps. Et là, ça va vraiment dépendre de la dynamique. Donc, certaines SCPI sont en fait ce que j'appellerais modérément illiquides, c'est-à-dire qu'en 2-3 mois, vous allez pouvoir vendre, et puis d'autres le sont quand même de manière un petit peu plus lourde. Donc ça, première branche. Deuxième branche, finalement, c'est vrai que l'adage « on ne rattrape pas un couteau qui tombe » peut avoir du sens. Si votre SCPI est liquide, mais que finalement vous n'avez plus une très grande confiance dans la gestion, ça peut être le moment d'arbitrer. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas, et le mieux, à mon avis, c'est que vous échangiez avec un de nos conseillers pour en parler. Euh, Quelle fiabilité? Alors ça, c'est une très bonne question, j'aime bien. Quelle fiabilité des valeurs d'expertise, sachant que l'expert est, un, choisi, et deux, payé par la société de gestion? Alors la personne nous indique qu'il y aurait des rumeurs de pression exercée par certaines sociétés de gestion. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas à quel point il peut réellement y avoir des pressions ou non de la part de certaines sociétés de gestion. Il y a de manière évidente eu un retard à l'allumage sur les sociétés d'expertise, et c'était le graphe que je vous montrais, et notamment sur les SCPI françaises. Je veux dire, ce retard-là, à mon sens, est un peu dramatique. Ne pas se rendre compte fin 22 que le contexte a changé, si vous voulez, c'est un peu surprenant. Et d'ailleurs, les SCPI européennes avaient mieux marqué le coup d'une certaine manière. Donc, oui, on peut se dire que les experts sont parfois un peu lents à la détente. À l'inverse, j'ai quand même un certain nombre de retours à l'heure actuelle de sociétés de gestion qui me disent que oui, les experts ont été un peu lents à comprendre que le marché se retournait, mais que désormais, ils sont plutôt assez sévères. Donc, c'est une bonne question. Vous avez quand même un certain nombre de ces experts qui sont des très, très grands groupes, parfois internationaux, et pour lesquels on peut imaginer que finalement, la pression réalisée par un acteur, même gros, français, est assez modeste comparée peut-être à d'autres types de gérants d'actifs qu'ils peuvent avoir en client. Si la société d'expertise est un petit cabinet franco-français, oui, probablement que les pressions peuvent exister de manière un peu plus forte, mais je n'ai pas nécessairement envie de tomber dans le complotisme là-dessus, donc voilà. J'ai quand même le sentiment que ces valeurs d'expertise sont plutôt pas mauvaises. Alors, est-ce que la contrainte réglementaire s'applique au 1er janvier et au 30 juin, ou seulement au 1er janvier? À ma connaissance, elle s'applique aux deux. Dès que vous avez une vraie valeur de reconstitution, vous avez la contrainte réglementaire. Et d'ailleurs, vous avez eu des sociétés de gestion qui ont revalorisé il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, peut-être à double vérifier, mais je dirais que c'est les deux. Euh, les rendements à plus de 7% de nouvelles SCPI sont-ils dus à des périodes de démarrage ou peuvent-ils être confirmés dans la durée? C'est une excellente question que j'aime beaucoup. On a une vidéo consacrée complètement en fait à ce sujet pour vous expliquer ce mécanisme en fait relutif du délai de jouissance qui fait que dans un contexte où on est capable d'acheter très vite, les liquidités nouvelles étant injectées et très rapidement investies génèrent des loyers qui en fait ne payent qu'une fraction de la base des associés. Et donc en fait, toutes les personnes qui sont encore en délai de jouissance, eh bien, si leur argent a déjà été investi, eh bien, ces rendements vont directement payer les dividendes, enfin les revenus de ceux qui étaient là avant, et donc augmenter mécaniquement le taux de distribution. Et notamment, en fait, ce qui est très intéressant à regarder, c'est le fameux ratio de la collecte, collecte nette évidemment, collecte sur euh, stock, donc sur capitalisation. Et donc, plus la collecte est importante par rapport à la capitalisation, eh bien, plus cette relution va être importante. Donc, oui, il est évident que des SCPI qui se lancent et qui, en plus, collectent fort, ont un effet de relution qui va mécaniquement tendre à s'abaisser. Et on l'observe un petit peu tout le temps, hein. Un des exemples sur une SCPI qui est très bien, c'est par exemple sur Quorum Eurion, si je ne dis pas de bêtises, qui avait eu un démarrage très fort grâce à ce mécanisme et qui ensuite avait convergé vers des taux de distribution beaucoup plus classiques. Donc oui, on peut s'attendre à ça. Peut-être certains d'entre vous pensent à des SCPI comme Comet. Oui, il est très probable que Comet ait un TD qui soit plus faible cette année, mais pas qu'elle, hein. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que là, elle aura probablement toujours un très bon TD, mais des TD à plus de 10%,
sont en moyenne pas vraiment viables sur la durée. Alors quelqu'un qui pose une question de clarification, la revalorisation devient-elle obligatoire à partir d'une valeur de reconstitution de plus ou moins 10 par rapport à la valeur des parts? Non, c'est l'inverse. C'est la valeur des parts qui ne peut pas être à plus de 10 au-dessus ou en dessous par rapport à la valeur de reconstitution. Et c'est en fait assez logique. La valeur de reconstitution, c'est la valeur d'expertise. C'est donc elle, en fait, qui donne le là et à partir et autour de laquelle on a le droit de se positionner. C'est pas à l'inverse, hein. C'est vraiment c'est la valeur de reconstitution et on peut se positionner dans ce tunnel, plus 10, moins 10, autour. Alors, quelqu'un qui nous pose une question assez spécifique sur les SCPI de santé. Finalement, pourquoi certaines SCPI de santé ont pu décrocher alors que le secteur de la santé et des soins devrait avoir le vent en poupe vu le vieillissement de la population? Oui, vous avez raison. Je pense que le secteur en lui-même n'est pas nécessairement remis en cause à long terme, en tout cas à un niveau macro. La question, c'est peut-être aussi que ces SCPI ont fortement collecté dans la période post-Covid et peut-être, pour certaines d'entre elles, acheté vite. Alors, en l'occurrence, j'en parle parce que c'est nommément cité par la personne, le cas de Primovie est intéressant parce qu'en fait, Primovie s'était également diversifié sur des actifs de bureaux. Et en particulier, c'est vrai que ce sont quand même beaucoup les actifs de bureaux de Primovie qui l'ont un petit peu plombé. Et donc, finalement, c'est moins lié au secteur de la santé qu'à une diversification vers d'autres types d'actifs.